que vous connaissez peut-être un peu moins pour certains d'entre vous. Je commence par la présence palestinienne, puisque j'ai le micro. Hein. Nous, on est une association avignonnaise, créée il y a bientôt 3 ans, pour faire connaître la culture et la société palestinienne, et pour favoriser les échanges franco-palestiniens. Pour cela, on organise des événements culturels en général. Alors, on organise ou on co-organise des expositions, des conférences, comme aujourd'hui, des projections de films. On participe aux fêtes avignonnaises, en particulier aux fêtes de quartier, la fête de quartier du centre-ville. On a tout un tas d'activités de ce genre. Et donc je vous invite à nous rejoindre, à cotiser, à faire des dons, parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Je ne vais pas m'attarder non plus, puisque Nabila est là et impatiente de vous parler. Je passe le micro à Moura pour l'association Études et Partage. Bonsoir, merci d'être venu. Moi je suis normalement pas représentant de Études et Partage, mais le fait que Mahfoud, le représentant de l'association, ne soit pas là, je me permets de parler à sa place. Donc Études et Partage, c'est une association qui est basée à la Croix des Oiseaux. Les locaux sont en place depuis une bonne vingtaine d'années, et le but c'est bien comme le nom l'indique, de partager et d'aider aussi la jeunesse à un peu avoir un regard de non-exclusion en fait sur la société dans laquelle on se trouve. Donc pourquoi 2 associations? Parce qu'en fait on a combiné quelque part nos appétences, nos compétences, etc. pour accueillir du mieux qu'on pouvait Nabila. Donc par rapport à présence palestinienne, et nous en tant qu'accueil en local, tout ce qui concernait les repas et le fait d'aller la chercher, etc. Bon, je vous explique un peu le contexte. Nabila, et elle va vous expliquer elle-même, Nabila est ici à peu près depuis 3 mois, donc elle fait la tournée de pas mal d'associations. Elle arrive au bout chez nous. Je la remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et vraiment, on est vraiment très heureux de pouvoir l'aider avec Études et Partage et Présence palestinienne. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vous dis un secret, elle sourit, mais elle est sur les rotules, elle est à fond, elle est morte. Voilà. Non, moi je bouge. Tu bouges. Je siège depuis 10 ans, non, je veux bouger. Bonjour, je m'appelle Nabila Kilali, je suis professeure d'anglais dans une école qui donne sur les frontières israélo-palestiniennes. Je ne parle pas très bien le français. Donc vous allez m'aider à faire la présentation, et c'est vrai. Lorsqu'ils me demandent chaque fois de me présenter, je ne peux pas me présenter sans parler de la bande de Gaza. Du coup, je vais directement à la présentation, et à travers cette présentation, vous allez découvrir la bande de Gaza, éventuellement des Kilali. Et à chaque fois, ils me demandent de parler de la bande de Gaza. Ça devient un système lorsqu'on parle de la Palestine, on parle de la bande de Gaza. La bande de Gaza fait partie de la Palestine historique. En 1947, on n'avait pas Israël. Ça n'existait pas. Il y avait la Palestine. Et avec le temps, on est arrivé à 2010, à cette carte. Il faut éteindre la lumière. La lumière, c'est pas comment. Encore. Il n'y a pas des... Parce que ça sera plus visible. On va trouver. Doucement, tout en temps. Alors, comme je vous ai expliqué, pour parler de la bande de Gaza, on ne peut pas la séparer de la Palestine historique, qui en 1947 était tout en vert. Et avec le temps, on est arrivé avec l'occupation israélienne, on est arrivé à ce qu'on appelle les territoires palestiniens. On avait un État reconnu qui s'appelait la Palestine. Maintenant, on cherche à retrouver notre État. Et au lieu d'avoir la Palestine,
on est arrivé, avec l'occupation, à ce qu'on appelle les territoires palestiniens. Et si je commence par cette image, c'est pour dire deux choses. Si Israël, tant que occupation, voulait avoir vraiment deux États, ou un État, la création d'un État palestinien, il aurait donné un peu de chance par la création, par donner des territoires palestiniens qui sont reliés au niveau géographique. On a Gaza, la bande de Gaza, on a la Cisjordanie, et on a Jérusalem-Est, que celui, un Palestinien de Gaza ne peut pas aller ni à Jérusalem-Est, ni en Cisjordanie, ce que veut dire que ces terres sont totalement détachées. Totalement détachées, et ça empêche la création d'un État. On ne peut pas avoir des pièces de terre éparpillées et on demande un État. Et ça fait partie de la stratégie israélienne qui travaille sur le long terme de ne pas avoir un État palestinien. En plus, j'ai commencé par ça pour dire que tout le peuple palestinien souffre. Tout le peuple palestinien souffre, soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem-Est, soit à la bande de Gaza. Mais comment, elle est où la différence? La différence de souffrance, c'est selon, un Palestinien souffre selon l'endroit où il vit. La souffrance en Cisjordanie, elle est un peu connue pour les solidaires internationaux, parce qu'ils peuvent avoir accès à la Cisjordanie. Il y a le mur de séparation, il y a les checkpoints qui paralysent la vie quotidienne des Palestiniens, même pour aller à l'école. Il y a aussi le problème de la colonisation. Ils dévorent, ils mangent les terres palestiniennes. Du coup, 17% de notre terre, on a seulement 4% parce que tout le reste, il est soit pour le mur, soit pour la construction ou des colonies. Du coup, on n'a plus des terres en Cisjordanie. Et en plus, on s'est assis à Jérusalem-Est. Israël veut exactement, clairement, implicitement, explicitement, de finir l'existence arabe sur les terres de Jérusalem-Est pour annexer ce qu'il y a le reste. Déjà, la preuve qu'ils sont en train de changer l'endroit de l'ambassade américaine des États-Unis. Ils vont la transporter à Jérusalem-Est. Et ça, c'est une autre forme. Du coup, il essaye de démolir, il travaille sur la démolition des maisons des Palestiniens. Il impose beaucoup de taxes pour les petits travailleurs palestiniens qui résistent par vivre à Jérusalem-Est. Ça, c'est une deuxième forme de souffrance de peuple palestinien à Jérusalem-Est. Et cette souffrance n'a rien à voir, ni celle de Cisjordanie, ni celle de Jérusalem-Est, n'a rien à voir avec la souffrance des Palestiniens à la bande de Gaza. Moi, comme je fais partie de la bande de Gaza, il m'a oublié. Je parle pas le français et je dois dire ça aussi. Encore une fois, encore. Moi, je suis de la bande de Gaza et comme je vous ai expliqué, chaque Palestinien en Palestine, en territoire palestinien souffre selon l'endroit où je vis. Moi, je vais présenter la bande de Gaza. Voilà, la bande de Gaza. Lorsqu'on commence à parler d'un endroit, on commence par dire la superficie et les frontières. La superficie de la bande de Gaza est de 360 km². Toutes les agressions, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit dans les médias, on parle de 360 km². Et comme je vous ai dit, pour présenter normalement, lorsqu'on présente la France, on dit qu'est-ce qu'il y a au nord, au sud, les frontières. La bande de Gaza, qui est de 360 km², a deux frontières. La première frontière terrestre, la première frontière est avec Israël, et le deuxième, c'est avec l'Égypte. Et de l'autre côté, il y a la mer Méditerranée. Alors, normalement, les frontières, ça sert à quoi? Ça sert à faire voyager d'un État à un autre État. Mais, voilà, comme on dit, les frontières terrestres sont avec Israël et l'Égypte, et la frontière maritime est de 41 km de long sur la côte méditerranéenne. Voilà. Pour ce... No. Where are you going? Voilà. Et comme je vous ai dit, pour sortir de la bande de Gaza, on a les frontières. La frontière qui sépare la bande de Gaza d'Israël s'appelle Eretz. Et ce n'est pas vraiment une frontière, c'est un portail, c'est ce qu'on appelle à Gaza un passage. Ce ne sont pas des frontières, ce sont des passages, des petits portails qui s'ouvrent et qui se ferment. Et elle sépare la bande de Gaza d'Israël et Rafah
c'est le passage qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte. On va dire, je vais vous expliquer comment pour sortir de la bande de Gaza, qu'est-ce qu'on fait. Si on veut sortir de la bande de Gaza via Erez, qui sépare la bande de Gaza d'Israël, normalement il y a 3 conditions. Soit on est un cas de maladie, soit on doit avoir une carte de résidence, soit c'est un étudiant qui veut étudier à l'extérieur ou qui a une admission d'une université étrangère, qui n'est pas à la bande de Gaza. Mais le problème que les statistiques de 2016 disent que sur chaque 10 Palestiniens, il y a un Palestinien qui a l'autorisation pour sortir de la bande de Gaza. C'est-à-dire presque personne ne sort. Et c'est plutôt les cas de maladie. Et les cas de maladie, la quasi-totalité des cas, ce sont des gens qui étaient blessés pendant les agressions israéliennes. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas blesser les gens que accepter ce 1% des gens qui sortent. À part ça, personne ne peut sortir. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont morts à la bande de Gaza à cause de cette fermeture, de ne pas avoir l'autorisation. Il y a beaucoup des étudiants qui ont perdu leur bourse. Et il y a beaucoup de Palestiniens qui ont perdu aussi leur carte de résidence à l'extérieur, à l'étranger, parce qu'on ne peut pas avoir l'autorisation de passer par ce passage-là qui s'appelle Erez. Mais quand même, et on a dit qu'il y a 1%, 1 sur 10 Palestiniens qui peut sortir. Comment ils sortent de la bande de Gaza via ce passage? Voilà. Ça, la photo d'avant, c'était le passage avant la première agression de 2009. Et autour, si vous avez remarqué maintenant, c'est le reste. Ils ont même bombardé le passage qui sépare la bande de Gaza d'Israël. C'est la frontière, normalement. Eux, ils sont déjà là. Et si vous remarquez aussi, ils ont bombardé tout ce qu'il y a autour. Et ils ont construit un mur de séparation en parallèle avec le mur de séparation en Cisjordanie. Et toutes ces destructions, ce sont les 4 usines qu'on a à la bande de Gaza qui font rien que des produits laitiers. Et Israël, à chaque agression, 2009, 2012, 2014, la première chose à être ciblée, ce sont des petits usines parce qu'ils donnent une petite chance d'avoir une petite indépendance économique à la bande de Gaza. Et c'est la première chose, les premiers bombardements, on sait que ce sont des usines. Et à chaque fois, on reconstruit les usines, à chaque fois, et même hors des guerres, lorsqu'on se met à les reconstruire, ils le bombardent. Lorsqu'on entend qu'il y a des bombardements à la bande de Gaza, c'est là, hors des agressions. Et voilà, celui qui peut sortir aussi, il doit faire... Voilà, celui qui réussit à sortir, qui a l'autorisation, qu'on a dit 1 sur 10, il doit passer par là. Il doit passer par une humiliation extraordinaire. On ne peut pas imaginer à quel point il humilie chaque Palestinien qui peut sortir. Le Palestinien, il doit passer par tous ses parents comme un animal. On ne voit pas les soldats. Les soldats, ils nous contrôlent depuis Tel Aviv, ils sont en train de boire leur café, et là. Et puis, ils marchent dans ce couloir, un très long couloir, et à un moment donné, il y a une lumière qui s'allume. Là, il doit être déshabillé. Un Palestinien doit être totalement déshabillé pour rentrer. Et c'est la lumière qui s'allume. S'il avance sans voir, il est fusillé. S'il passe, s'il dépasse la lumière sans être déshabillé, mais totalement déshabillé, voilà. Après, ils sortent là, ils se trouvent, et ils doivent marcher presque 1 kilomètre pour trouver les taxis, pour qu'ils puissent partir. Et ça ne veut pas dire qu'ils entrent en Israël. Ils vont directement dans un chemin spécial pour aller en Cisjordanie, puis en Jordanie, puis pour qu'ils puissent sortir. Ça, c'est on sort. Et il impose cette humiliation et déshumanisation des Palestiniens pour ne jamais avoir la chance de penser de sortir encore une fois via ce passage-là. Parce qu'il a subi une humiliation. Et tant de haine. Là, on remarque la haine des Israéliens. Mais quand même, on a une chance. On a un deuxième passage qui est Rafah. Voilà, ça c'est le passage de Rafah qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte. Et voilà, il était beau au début. Et le problème de ce passage, pour sortir un Palestinien normal comme moi, comme n'importe quel jeune qui veut sortir juste pour le fait de sortir, il ne peut pas. Les mêmes 3 conditions imposées par les Israéliens sont les mêmes conditions imposées par le gouvernement égyptien pour sortir de la bande de Gaza, mais encore pire.
Les statistiques de 2015 disent que pendant toute l'année de 2014, il y avait juste 16 jours d'ouverture de ce passage sur toute l'année. 16 jours pour tous les Palestiniens qui sont malades. Les 3 conditions, ce n'est pas un Palestinien normal qui voulait juste faire le tourisme ou bien sortir pour voir sa famille. Les maladies, les cas de maladies, les étudiants et les gens qui ont une résidence à l'extérieur, à l'étranger. Et en plus, c'est fermé pendant toute l'année. En 2016, il y avait sur toute l'année 1 mois et demi d'ouverture. Autrement dit, les Palestiniens qui sont des malades, ils meurent, des étudiants qui ratent leurs études et des familles qui ne peuvent pas rejoindre leur père qui travaille à l'étranger, qui ont une résidence. Du coup, autrement dit, c'est presque impossible de sortir de la bande de Gaza. Mais on a quand même la mer. Mais avant de parler de la mer, il faut séparer, et personnellement pour que je sois honnête, il faut faire la différence entre le gouvernement égyptien et le peuple égyptien. Le gouvernement égyptien, c'est ça qui impose. La population, le peuple égyptien était toujours relié à la Palestine historiquement, même à la bande de Gaza, ils sont des pro-palestiniens. Mais c'est quand même le gouvernement qui gouverne, du coup, on a ces conditions. Et en plus, lorsqu'on a des dates limitées, c'est toujours 3 jours d'ouverture, pas plus de 4 jours, le maximum 4 jours. Alors il y a beaucoup de Palestiniens qui se présentent pour sortir, et du coup il y a un soldat pour tous les Palestiniens, pour régler les papiers de tous les Palestiniens. Du coup la souffrance elle est comme ça. Les Palestiniens ils se présentent comme des mendiants pour sortir. Et ce sont des femmes qui veulent rejoindre leur famille ou bien des gens qui sont malades. Et là, moi toujours je pose cette question. Plutôt il y a un point que je ne comprends pas. Si mon humiliation vient d'un occupant, je comprends, parce que c'est la cible. Humilier le peuple occupé, c'est la cible de l'occupant. Mais si ça vient d'un pays arabe, et encore musulman, et qui est relié au niveau géographique avec la bande de Gaza, ça c'est quelque chose qui dépasse les Palestiniens. Moi je vous raconte mon expérience personnelle. Et comme vous avez vu, le portail, c'est la limite. Et lorsqu'on dit la ville de Rafah, c'est une grande ville qui est séparée entre la bande de Gaza et ce qu'on appelle Rafah la palestinienne et Rafah l'égyptienne. C'est juste le portail qui sépare. Et moi, pour sortir, ça m'a pris 6 mois pour sortir. Premièrement, ma mère, elle est égyptienne d'origine. Et j'ai un passeport égyptien qui m'a rien servi. Les Égyptiens prennent les Palestiniens, considèrent les Palestiniens comme des numéros. Il faut opposer le dossier. Moi, j'avais une invitation de 13 associations françaises, y compris j'ai 3 députés qui m'ont invité. Du coup, j'avais un grand dossier, j'ai eu le visa directement, et puis j'attendais leur fameuse ouverture de passage de Rafah. Et après, là-bas, je voulais sortir. La première visa a été ratée. Deuxième visa, j'ai eu la chance, j'ai entendu qu'il allait ouvrir. Ce passage allait être ouvert. Et j'ai présenté mon dossier. Et là, le dernier numéro de la dernière ouverture, le dernier numéro, c'était 2500. Et le numéro que j'ai, c'était 17033. Du coup, si j'allais attendre les ouvertures, j'allais jamais sortir. Et si j'étais malade, j'allais mourir. Du coup, il y avait autre chose à faire. Payer de l'argent. Ils m'ont demandé une somme d'argent pour sortir. Et voilà, j'ai payé l'argent, j'ai payé un bachiche. Aux dirigeants arabes et musulmans de négocier avec Israël les frontières d'Israël et de la Palestine. Merci. Vas-y. Ça va. Moi, l'essentiel, moi je dis, je vais vous répondre après pour ça. Ok. Mais voilà. Et voilà, j'étais là, et parce que j'ai payé l'argent, j'étais la première à être appelée pour être dans le premier bus qui va franchir la frontière entre la Palestine, Gaza et l'Égypte. Et là, le portail, on était tous devant le portail. Moi, j'étais la première à appeler. Et pour juste traverser le portail, ça m'a pris 3 heures. Juste traverser le portail, l'ouverture. Et après, on était dans la salle égyptienne. Dans la salle égyptienne, comme j'étais la première, j'ai cru que c'était ouf. J'allais sortir directement. Et juste un point. Depuis que je suis dans le portail, jusqu'à ma maison qui est au Caire, au sein de Caire, ça prend normalement 5h30. Dans les pires de cas, 6h30. Et là, après 3 heures pour
passé le portail, et puis qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu le seul soldat qu'il allait prendre nos passeports, et il est apparu après 4 heures. Après, il a pris les passeports, il est resté 2 heures, il nous a redistribué les passeports, et nous on a cru que c'est fini, on allait sortir. Ah ben non, le portail était fermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le couvre-feu imposé sur le Sinaï. Du coup, les 500 Palestiniens, ils étaient dans une salle comme ça, et il n'y avait pas de chaises. On a passé la nuit là-bas, et à un moment donné, vers 3 heures du matin, il y avait le soldat égyptien qui est venu pour fermer les toilettes. Alors on était sans chaise, et imaginez les étudiants. Les étudiants, ça va, on est des jeunes. Et moi, j'étais, bon, ça va. Mais des cas des maladies, des vieux, des handicapés, et des mamans qui accompagnaient leurs enfants pour aller rejoindre leur mari à l'extérieur. Du coup, et c'était interdit de prendre des photos, ils m'ont confisqué le portable 3 fois, ils m'ont obligé à effacer toutes les photos que j'ai prises, mais quand même, nous les Palestiniens, on est des gens têtus, j'en ai pris une avant de sortir. Voilà, les Palestiniens, ils étaient comme ça, ils étaient par terre. Et moi, c'est la sortie, ça c'est la sortie. Et si je vous dis, les 500 Palestiniens, ils étaient dans une salle comme ça, c'était dans une salle. Non, c'est pas petite, c'est comme ça, presque comme ça, on était 500, et on a passé toute la nuit avec les enfants, avec les cas de maladie, comme ça. Et après, c'était pas fini. On est sorti à 6h du matin, et pour faire le trajet de normalement 5h30, ça nous a pris 12h30, parce qu'il y avait 17 checkpoints entre ce portail, cette salle, et le Sinaï pour fuir les Palestiniens. Alors ça m'a pris 72 heures pour sortir de la bande de Gaza et pour arriver chez moi en Égypte. Et voilà, comme je vous ai dit, ça, pour moi, ça me dépasse parce que c'est l'Égypte, un pays arabe musulman qui fait ça, ça je ne comprends pas. C'est Israël, je sais qu'Israël veut ça pour déprimer, pour détériorer la capacité de résilience chez les Palestiniens, mais l'Égypte, le gouvernement égyptien, on ne sait pas pourquoi. Mais quand même, on a parlé de, autrement dit, c'est fort impossible de ne pas sortir de la bande de Gaza via les frontières terrestres, mais on a la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Et voilà, la mer de Gaza aussi est occupée. Avant les accords d'Oslo, on avait 20 miles au bord de la mer, et après la première agression, on avait 12 miles. Après la deuxième agression de 2012, on avait 6 miles. Et au jour d'aujourd'hui, après la troisième agression en 2014, on n'a que 3 miles. C'est-à-dire 3 fois 1,8 km. Ça dépend, chaque fois. Mais maintenant, je vais vous montrer les 3 miles, qu'est-ce qu'on peut faire avec après. On a 3 miles. Vous allez voir, parce que là, il y avait des négociations chaque fois avec la libération des prisonniers. Mais on est arrivé aujourd'hui 3 miles. Après, même les flottilles de solidarité ne peuvent même pas arriver à la bande de Gaza, parce que même les 3 miles, ils sont autrement dit occupés. Alors, même via la mer, on ne peut pas voyager dans la bande de Gaza. Et là, je vais vous dire une chose que moi, ça me frappe toujours. Il y a des gens qui connaissent M. Ziad Medour, il est mon prof que je respecte beaucoup. Ziad Medour, c'est poète francophone de la bande de Gaza. Il dit que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Et moi, je dis non. Et je vous montre pourquoi. La prison à ciel ouvert, moi, j'habite au nord de la bande de Gaza, dans un village qui s'appelle Bethlehem. Et H24, sur H24, il y a le ballon blanc, c'est le ballon d'espionnage. À travers ce ballon, l'armée israélienne peut envoyer des messages pour n'importe quel Palestinien sur son portable personnel, quand il veut, comme il veut, il le sait tuer, même s'il n'est pas chez lui. Et en plus, pendant les agressions, ils diffusent leurs communiqués dans les chaînes palestiniennes, soit de télévision, soit les sessions de radio, via ce ballon. H24, il est placé. Alors normalement, c'est pas un ciel ouvert. Et encore pire, chaque demi-heure, il y a les drones